Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Pour plus de récits originaux, livres audio adaptés et contenus plus travaillés, rendez-vous sur ma chaîne principale. Le lien est dans la description. Ce soir, avez-vous déjà ressenti ce frisson doux, celui qui naît lorsque l'on pénètre dans une vieille maison chargée de secrets, propice à réveiller les souvenirs les plus enfouis? Laissez-vous guider par le silence rassurant de la campagne, à travers une parenthèse hors du temps, là où les objets semblent murmurer et où une présence délicate veille dans l'ombre. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit à l'étrange et à la tendresse, et partez à la découverte d'une demeure où chaque recoin invite à renouer avec la magie de l'enfance. Bonne écoute et douce nuit. Véronique observa son appartement envahi de cartons avec une sensation rare d'anticipation joyeuse. L'héritage de la maison de tante Louise s'était imposé sans prévenir, comme une lettre glissée à la dernière minute dans une pile de factures. Elle avait passé la soirée à choisir soigneusement ce qu'elle emmènerait, sa tablette graphique, une poignée de vêtements et, surtout, les vieux carnets de croquis dénichés dans un tiroir oublié. Sur la table du salon, elle plaça délicatement un carnet jauni, les bords gondolés, comme s'il s'agissait d'un talisman fragile. Le train filait dans la campagne grise de fin d'hiver. Véronique, le front contre la vitre, tentait de deviner l'apparence réelle de cette maison à travers ses souvenirs d'enfant, morcelés, presque fuyants. Elle imaginait des pièces calmes, des images flottantes d'oiseaux, une odeur de cire chaude et d'herbes coupées. C'étaient moins les murs ou les meubles qu'elle voulait retrouver que la promesse d'un ailleurs paisible, un abri silencieux loin de la cacophonie des notifications et du néon urbain. Un taxi la déposa à l'entrée d'un chemin bordé de noisetiers. Sous ses chaussures, la terre crissait doucement. La maison lui apparut soudain, à la fois étrangère et familière. Toit d'ardoise, volets verts délavés, escalier moussu menant à une porte encadrée de chèvrefeuilles dénudées. Elle tourna la clé, sentit le bois résister légèrement puis céder dans une sonorité pleine et ancienne. En entrant, elle fut d'abord saisie par un silence doux, feutré, presque accueillant. Les meubles buffet ventrus, guéridons biscornus, bergère à la tapisserie défraîchie, semblaient avoir patienté, à demi assoupi, pour cette réouverture inattendue. Un ray de lumière dorée glissait sur le parquet, révélant la danse paisible de fines particules en suspension dans l'air. Elle déposa son sac, s'accorda 1 minute d'immobilité, comme pour se laisser envelopper par cette douceur inhabituelle. Dans la cuisine, Véronique ouvrit une fenêtre. Un souffle d'air vif s'engouffra, apportant l'odeur du bois humide et du lichen, ainsi qu'un chant des tourneaux. Sur le rebord, une vieille théière décorée d'un oiseau bleu attendait, à moins qu'elle ne l'ait oublié là détail qui la fit sourire. Elle s'assit au bord de la table et plongea les mains dans le carton contenant ses carnets. Les feuilles bruissaient, souvenirs d'années chargées et trop rapides, griffonnées à la va-vite entre 2 dossiers clients. Dans la chambre, le matelas avait gardé l'empreinte d'une enfance oubliée.
La lumière de l'après-midi fondait la pièce d'un flux doux et changeant. Véronique respira longuement, décelant dans l'air un parfum d'amande et de cire. La penderie exhalait la lavande sèche de sa tante. Les étagères croulaient sous des romans effilés, ponctués par la couette à motifs d'hirondelles. Elle visita la maison d'un pas lent, attentive aux détails, soucoupe de faïence fine sur les murs, rideaux brodés de marguerites, cartes postales épinglées sur le miroir. À chaque pas, un sentiment léger de réadaptation s'installait, comme si elle glissait ses propres contours dans ceux, restés en creux, de Louise. Dans le salon, un fauteuil en velours bleu attendait près de la fenêtre. Véronique s'installa, carnet sur les genoux, crayon en main. Impossible de résister à la sérénité étrange qui semblait couler à travers chaque fissure, chaque rainure. Au jardin, un merle sauta sur la grille, tandis que le soir descendait, velouté, empli de la rumeur apaisée du vent sur les toits. La nuit tomba sans bruit sur la maison, étalant une obscurité tranquille dans chaque pièce. Véronique sentit sa fatigue s'alourdir tendrement sur ses paupières. Elle éteignit la lampe de chevet, laissa la douce lueur du couloir filtrer à travers l'entrebâillement de la porte et, levée sous la couette aux hirondelles, laissa ses pensées s'estomper. Tout était calme. La respiration de la maison semblait accompagner la sienne. Seule la rumeur lointaine du vent se glissait parfois entre les murs, mais il ne faisait que caresser la nuit de ses notes basses et discrètes. Elle sombra, légère, dans un premier sommeil, bercé par l'ombre familière des meubles et le parfum ténu de cire chaude. Un léger cliquetis la tira doucement de sa torpeur. D'abord, elle crut à un rêve, mais un second froissement, puis une note sourde. Le bruit feutré d'une chaise glissant sur le carrelage lui fit ouvrir les yeux dans la demi-obscurité. Il n'y avait rien de menaçant dans ce chuchotement, rien que la sensation étrange que les objets prenaient vie dans le silence du crépuscule. Curieuse davantage qu'inquiète, Véronique enfila un châle sur ses épaules et sortit pieds nus dans le couloir. L'air était plus frais que prévu, comme si la maison respirait profondément après cette longue période de fermeture. La lumière ocre du lampadaire voisin tombait en oblique à travers la verrière de la cuisine, brodant des carrés dorés sur le linoléum usé. La scène qui l'attendait fut à la fois inattendue et minuscule. Les 4 chaises de la cuisine, auparavant alignées autour de la table, formaient maintenant un demi-cercle tourné vers la fenêtre. Sur le rebord de celle-ci, un vieux vase de porcelaine avait trouvé sa place. Véronique en était certaine. Hier, il reposait sur le buffet, vide et couvert de poussière. Là, il était rempli à présent d'une poignée de fleurs toutes fraîches, pervenches mauves, jonquilles timides, brins de muscari sauvage. La couleur, dans le clair-obscur, semblait presque irréelle. Elle s'approcha, fascinée, s'accroupit à hauteur de la fenêtre. Les tiges humides laissaient échapper un parfum d'herbe coupée et un soupçon de terre. Elle frôla la porcelaine du bout des doigts, chercha d'où pouvait provenir cette offrande nocturne. La porte était bien verrouillée. La fenêtre, pourtant, lui parut étrangement propre, comme si l'on avait essuyé les traces de doigts. La maison était mouvante, vivante, mais sa vigueur était celle d'une vigilance amicale. Aucun bruit à présent, aucun grincement. Simplement une paix troublée par le frémissement du rideau, transparent à la brise nocturne. Ce frisson-là,
impossible à nommer, la fit sourire. Quelqu'un ou quelque chose s'appliquait à veiller ici. Dans le halo blafard de la cuisine, elle se sentit observée, pas d'une manière intrusive, mais enveloppée, suivie par un regard discret, une attention minuscule, mais bienveillante, comme un souffle qui effleure le cou ou la chaleur d'une paume déposée sur l'épaule. Véronique laissa courir ses doigts sur le dossier d'une chaise, comme en remerciement. Une lumière passagère, sans doute due à une voiture lointaine, glissa sur les murs. Quelque chose, un souvenir peut-être, ou la simple ivresse de ce mystère silencieux, plana au-dessus d'elle, puis s'éteignit, la laissant immobile. La maison attendait, paisible, refermée sur cette confidence nocturne, tandis qu'elle se figeait au centre du demi-cercle, attentive à ce souffle presque invisible, veillant sur elle. Le matin se leva doucement sur la maison, traversant les volets entr'ouverts pour embrasser la chambre d'une lumière pâle. Véronique ouvrit les yeux, bercée par une tiédeur calme et inhabituelle. Après un instant d'écoute attentive du silence ponctué d'oiseaux discrets, elle se redressa et observa la cuisine. Le vase et les chaises étaient restés tels qu'elle les avait laissés, comme si la maison elle-même avait décidé de respecter cette curieuse mise en scène. Alors qu'elle terminait son café, une voix grave résonna doucement depuis l'extérieur. « Bonjour, il y a quelqu'un ?» Elle ouvrit la porte et aperçut un homme d'une soixantaine d'années, veste de lin et barbe grise, qui agitait la main sur le perron. L'air du matin paraissait presque lavé. Il souriait avec une chaleur discrète mais sincère. « Je m'appelle Paul, j'habite à 100 pas d'ici. J'ai vu de la lumière, ça fait plaisir de savoir la maison occupée à nouveau. » Il tendit un petit panier garni d'œufs frais, puis balaya du regard la cuisine derrière elle. Véronique l'invita à entrer, surprise par la facilité de l'échange. Sa présence n'imposait rien. Il semblait appartenir à la lumière douce du matin, comme si le jardin lui avait simplement confié la mission de faire connaissance. « Je suis Véronique, la nièce de Louise. Elle me manque, mais j'ai l'impression qu'ici, tout parle d'elle. » Paul observa les chaises, puis le vase. « Oh, l'oisellerie! C'est comme ça qu'on appelait la maison, tu sais ?» Il cueillit le mot comme on ramasse un fruit mûr. « Ta tante Louise adorait les oiseaux. Je peux te dire qu'on en a vu défiler dans les arbres autour. Elle avait des carnets entiers sur eux. » Véronique, attentive, se souvenait vaguement de lettres parfumées où des mésanges puis des grives menaient la danse. Mais ce surnom, l'oisellerie, lui était étrangement inconnu. Elle recueillait les oiseaux blessés, leur parlait. Elle disait que certains portaient des messages d'ailleurs, mais son préféré, c'était cet oiseau bleu dont elle parlait tout le temps. Un drôle d'oiseau, d'après elle, presque transparent, qu'on aperçoit juste du coin de l'œil. Paul se pencha sur le vase de pervenche. « J'avoue que je n'ai jamais vu cette créature moi-même, mais elle en parlait dans ses lettres autant qu'à voix haute pendant les promenades. Il paraît que ce bleu-là ne se laisse vraiment voir qu'à ceux qui prennent le temps de l'attendre. » Le silence se posa sur eux, doux et complet. Véronique laissa glisser son regard sur les accoudoirs des chaises, sur les empreintes invisibles du passé. Ce surnom, comme un souffle, lui donnait soudain l'impression d'entrer dans une histoire déjà commencée longtemps avant elle. Paul sortit quelques bribes de souvenirs supplémentaires, parlant d'après-midi où Louise,
armés de jumelles fatiguées, scrutaient la cime des arbres à la recherche de clins d'œil mystérieux. J'aimais l'écouter. Elle disait que certains oiseaux nichaient dans le grenier pour profiter de l'abri. Il y a même eu une couvée, un printemps, qui piaillait à toute heure. Il sourit, nostalgique. Véronique effleura le panier d'œufs. La sensation d'être attendue ici s'installa en elle. Paul lui proposa d'emprunter quelques graines à semer sous la fenêtre, pour voir si l'oiseau bleu reviendrait un matin. Elle promit d'y réfléchir. Paul scruta une dernière fois la pièce, puis se dirigea vers la porte, confiant et rassurant. Au moment de franchir le seuil, il se retourna. « Tu verras, il se passe toujours des choses un peu étranges à l'oisellerie, mais rien qui puisse effrayer quelqu'un qui écoute vraiment ce que les murs veulent raconter. » Il lui adressa un clin d'œil avant de disparaître sur le sentier gravillonné. Chaque soir, Véronique faisait le tour de la maison, posant ici un livre, rangeant là un coussin fatigué, vérifiant les fenêtres qui tremblaient doucement sous la brise. Le rituel la rassurait. Elle se répétait que tout pouvait rester paisible, que chaque objet possédait son territoire discret. Mais à la faveur de la nuit, une agitation discrète semblait s'emparer de ses possessions tranquilles, infusant la maison d'un mystère léger qui flottait au-dessus des songes. Au matin, un trouble subtil lui nouait la gorge, une bizarrerie presque agréable. Elle retrouvait le roman laissé sur l'accoudoir déployé sur la table du salon, ouvert à une page qu'elle n'avait pas lue depuis des années. Les lunettes dont elle se servait peu trônaient sur une boîte ancienne dont elle ignorait la présence jusqu'alors. Une peluche en velours, sans doute vestige d'une enfance oubliée, osait siéger au centre du tapis, exposée, incongrue. Les premiers jours, Véronique pensa à une distraction de sa part, à la fatigue, au décalage entre les souvenirs de la veille et la réalité du matin. Mais l'accumulation des déplacements réveilla en elle une inquiétude à la frontière de la curiosité. Qui ou quoi jouait à ce jeu inoffensif où les objets glissaient, dérivaient silencieusement dans la pénombre? Rien toutefois de menaçant, aucune effraction. On aurait dit une main amie cherchant à lui faire signe, à la ramener vers un sentier invisible. Elle hésita à évoquer tout cela à Paul lors de son passage suivant, préférant garder le mystère intact. La maison, répondait-elle sans conviction, devait simplement réclamer son rythme. Mais au fond, elle se surprenait à guetter le matin, attentive à l'inventaire des déplacements nocturnes. Un soir, elle déposa d'un geste volontaire une boîte à musique sur sa table de chevet, refermée. Le matin venu, elle la retrouva posée sur sa couette, le couvercle entr'ouvert, laissant entrevoir deux oiseaux sculptés se poursuivant inlassablement. La répétition devint un langage. Presque chaque nuit, des motifs subtils apparaissaient. Une pile de livres ouverte à de vieilles pages s'alignait en éventail sous la lumière du jour, révélant des passages oubliés. Une boîte de crayons roulait jusqu'au seuil du salon, formant sur le parquet un tracé hésitant, sinueux mais précis. Plus étrange encore, une règle ancienne, rigide, dessinait une diagonale entre les deux fenêtres de la chambre, comme si elle traçait une frontière secrète. Véronique commença à prendre des notes dans ses carnets, croquant à la hâte la position exacte des objets au réveil. Les motifs devenaient de plus en plus nets, suggérant un plan, un itinéraire, parfois même l'ébauche d'une écriture qu'elle ne savait pas lire.
La maison semblait complice de cette chorégraphie discrète. Il n'y avait là aucune maladresse, aucun désordre, mais une répétition patiente. Chaque déplacement portait une intention mystérieuse. Certaines nuits, le sommeil de Véronique devenait flottant, presque poreux. Elle croyait sentir un souffle ou entendre le raclement discret du tiroir du buffet. Au réveil, elle notait, amusée. Peluche sur chaise de bureau, ou bien livre ouvert page 137, stylo en travers. Progressivement, elle tenta de deviner le chemin suivi par ces objets noctambules. Les alignements formaient comme un sentier hélicoïdal du salon jusqu'à l'escalier, puis du couloir à la cuisine, dessinant dans l'espace des courbes parfaites, des arcs minuscules où la logique cédait le pas à une forme de poésie. Parfois, elle s'arrêtait longuement devant ces traces, fascinée par la persistance de motifs récurrents. Une sensation profonde s'installait alors, celle que la maison, sous des dehors paisibles, lui murmurait autre chose qu'une simple histoire de souvenirs, une énigme douce emmaillotée dans la lumière de l'aube, patientant juste sous la surface des choses. Ce matin-là, les objets formaient une courbe audacieuse, effleurant presque la porte du vestibule. Le chemin invisible semblait vouloir lui révéler une trajectoire que seul un œil attentif pouvait surprendre. Ce matin-là, Véronique s'arrêta plus longtemps que d'habitude près de la porte du vestibule. La courbe d'objets posés durant la nuit dessinait un chemin hésitant jusqu'au parquet pâli. Elle plissa les yeux, attentive à chaque nuance, repérant les sillons frais tracés par la boîte à crayons et la figure allongée de la règle, borderline entre deux lattes de bois. Soudain, une coloration inhabituelle attira son regard. Une forme indistincte s'inscrivait sur le parquet ciré, juste là où la lumière du dehors découpait des motifs bleutés sur le sol. Véronique s'agenouilla, avide de détails, effleurant du bout des doigts ce qui ressemblait à une tache, mais qui n'en était pas une. Le bleu était presque effacé, à peine perceptible à l'œil nu, mais il dessinait pourtant une empreinte, minuscule et délicate, à la pointe arrondie et aux 3 doigts écartés. Elle pencha la tête, le cœur battant léger, hésitant entre amusement et trouble. La forme n'évoquait ni le sabot d'un animal, ni la patte d'un chat, encore moins un soulier humain. C'était tout autre chose, quelque chose que son esprit pouvait presque reconnaître, sans savoir d'où venait cette certitude. Elle resta immobile, l'imagination déjà emportée, bien au-delà du parquet. Brusquement, une image ancienne surgit du fond de sa mémoire. L'oiseau bleu invisible du conte que sa tante lui racontait, lorsque, enfant, elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Ce souvenir jaillit, imprévu, limpide et neuf. L'oiseau bleu est farouche, murmurait la vieille voix de Louise dans un coin oublié de son esprit. On ne le voit jamais, sauf dans le reflet des flaques d'avril au petit matin. C'est lui qui ramasse ce que les adultes oublient, les souvenirs doux. Il vient la nuit sans bruit, pose sa patte légère sur le seuil et indique la route. Véronique sourit sans s'en rendre compte, observant la trace comme une invitation silencieuse. Tant d'années avaient passé sans qu'elle repense à ces histoires, à ces rituels du soir, à la voix rassurante qui lui promettait que rien de beau ne disparaissait pour de bon, pas même lorsqu'on devenait grand. Elle se pencha pour mieux distinguer l'empreinte. Sa couleur fluctuait selon la lumière, oscillant entre le bleu glacier et un gris à peine rosé,
comme si la pâte n'avait été imprimée là que pour elle, fragile, presque soluble dans l'air du matin. Elle chercha d'autres marques autour, effleurant de la pulpe des doigts le parquet plus sombre à certains endroits, attentive à chaque petite irrégularité. Son esprit, réveillé tout à fait, s'imagina l'oiseau, immatériel mais obstiné, se posant sur la maison, traversant l'espace endormi à pas feutrés, glissant à la frontière du visible et du secret. Peut-être avait-il chaque nuit effleuré ces objets, guidé la peluche vers la lumière, ouvert le roman à la bonne page, ourlé le sentier invisible jusque sous ses pas. Véronique se releva, chancelante d'un bonheur inexplicable. L'empreinte restait là, défiant l'indifférence du jour, lui soufflant autant de questions que de promesses. Elle ferma les yeux une seconde, visualisant la silhouette de l'oiseau bleu traversant le parquet, ailé jusqu'à l'invisible, porteur de souvenirs enfouis depuis l'enfance. Un léger courant d'air s'insinua par la fenêtre entr'ouverte, faisant frissonner le rideau comme un souffle d'aile. Derrière elle, la boîte de crayons roulait doucement, s'immobilisant juste au pied de la première marche. Véronique passa la matinée à flâner dans la maison, mais plus que jamais, la trace bleuie inscrite sur le parquet occupait ses pensées. Elle résista longtemps à la tentation de se perdre dans ses carnets de croquis ou dans la contemplation du jardin, mais la sensation d'un chemin secret devenu visible, dissipant la torpeur de la poussière et du silence, se fit pressante. Quand la lumière déclina, elle se décida. Elle retourna au vestibule, s'accroupit lentement, effleura la marque pâle du bout des doigts. Son regard suivit la direction qu'indiquaient les objets, le crayon pointé comme une flèche, la règle alignée, et un chapelet de livres ouverts sur le carrelage menaient tous vers l'aile nord, là où elle n'allait jamais. Son cœur battait plus vite, non pas d'une peur enfantine, mais d'une impulsion presque joyeuse, celle de la quête inattendue creusant en elle une énergie neuve. Le couloir semblait plus étroit, une odeur de vieux papier flottait, familière. Au bout, derrière une porte semi-ouverte, se dessinait une pièce, longtemps négligée, que le vent du souvenir semblait avoir scellée. D'un revers de doigt, elle caressa le bois, souleva la poignée. Un nuage de poussière s'éleva dans la lumière oblique, dansant sans hâte. C'était l'ancien bureau de sa tante, une enclave figée, pleine de papiers empilés, de crayons rognés et de bibelots disséminés sur des étagères un peu bancales. Véronique referma doucement la porte derrière elle, attentive à la moindre vibration de plancher. Tout ici respirait la vie d'avant. Sur la table, une écuelle ébréchée recueillait des trombones rouillés. Un verre d'eau à demi évaporé y paraissait figé depuis des années. Cependant, son regard suivait instinctivement l'ombre d'objet en objet, guidé par ce fil invisible qui la tiraillait depuis la veille. Sans raison précise, elle se dirigea vers un meuble étroit sous la fenêtre, un secrétaire massif à la serrure tordue. En ouvrant le tiroir inférieur, elle sentit sous sa paume le crissement d'un carton sec. Au fond gisait une boîte, petite et lourde, enveloppée dans un papier jauni et maintenue par un ruban rose, comme un secret d'enfant précieusement scellé. Elle retint son souffle et dénoua le ruban. La boîte s'ouvrit doucement, réticente. À l'intérieur reposait un collier minuscule composé de perles dépareillées, motifs d'animaux, éclats bleus et opalins, puis une breloque en forme d'oiseau, cabossée et discrète. Le collier portait la patine de nombreuses années,
mais au premier contact, une chaleur instantanée s'en dégagea, parcourant la paume de Véronique. Sous le collier, posé soigneusement, attendait un pli de papier jauni. Sa main trembla en décollant le premier coin. La lettre, rédigée à l'encre violette, s'adressait à elle. L'écriture reconnaissable de sa tante fit trembler son regard, effleurant la première ligne. « Ma chère Véronique ». Elle resta là, immobile, glissant le bout des doigts sur la feuille, tandis que le silence du bureau se refermait sur elle à la façon d'une étreinte ancienne. La lettre se déploya en un dédale de souvenirs saupoudrés d'encre violette. Véronique s'installa dans le fauteuil le plus proche de la fenêtre, là où la lumière rasante de l'après-midi léchait les boiseries et réchauffait la moquette jadis vert empire. La première phrase la surprit par sa simplicité. « Si tu lis ces mots, c'est que la maison t'a appelé. » S'ensuivaient des anecdotes foisonnantes, tendres, saugrenues, où elle, enfant, semblait complice d'une foule d'aventures minuscules en compagnie de sa tante. Mais Véronique ne se reconnaissait pas dans ces petits récits. L'histoire d'une chasse à la libellule turquoise, une journée entière à dessiner des oiseaux invisibles sur de grandes feuilles scotchées au mur, des concours de galipettes dans l'herbe haute ou des tours de magie composées d'ailes d'ange en papier. Pourtant, chaque détail vibrait d'une affection telle que, plus elle avançait dans la lecture, plus elle sentait l'étrange pression d'un passé oublié cogner doucement à la porte de sa mémoire. Une phrase, en marge, attrapa son attention. « Je suis certaine qu'un jour tu te rappelleras notre course folle derrière l'oiseau bleu. Tu riras encore de mes bottes pleines de brindilles et de nos doigts tachés de mûre. » Des taches de mûre? Un rire soudain gronda en sourdine dans sa gorge, puis s'évanouit. Non, aucun souvenir ne remontait. C'était comme feuilleter l'album d'une autre vie. Le silence apaisant enveloppait la pièce, entre les cliquetis lointains d'un volet branlant et le bourdonnement grave d'une abeille prisonnière près de la vitre. Véronique glissa le collier autour de son cou. Elle sentit le contact inégal des perles sur sa peau, le froid léger de la breloque d'oiseau cabossé. Un éclair fugitif de chaleur lui monta des clavicules à la nuque, accompagnant la sensation que quelque chose de ténu et d'essentiel s'ouvrait. Son regard se perdit dans le jardin que la fenêtre découpait en taches d'or et de vert. Dans cette lumière suspendue, un faisceau de souvenirs s'arma subtilement sous son front. Des rires d'enfants, la voix claire de Louise, une prairie inondée de soleil, des chapeaux de paille ronds et flottants. Elle était petite, minuscule face à l'immensité des hautes herbes, et sa tante, immense héroïne bien-aimée, lui criait « Là, il est passé, t'as vu son aile ?» Un oiseau bleu, irréel, acrobatique, virevoltait entre les saules, mais surtout, il le poursuivait, armé d'un filet imaginaire, riant des ombres colorées et du chant strident des grillons. « Donne-moi la main, ma verveine, il ne va pas loin », soufflait Louise. Véronique sentait la chaleur de la poigne adulte, les reins courbaturés d'avoir trop gambadé, la lumière si intense qu'elle leur faisait plisser les yeux. Il ne restait rien de la notion du temps, seulement la danse légère autour d'un secret d'enfant. Attraper ce qui semble inatteignable, rire parce qu'on ne tient rien et que pourtant tout est là. Des bribes de paroles flottaient à la limite du réel. « On va l'inviter à goûter ce soir. Tu crois qu'il préfère les cerises ou la tarte aux noisettes ?» La petite Véronique riait,
confiante. Louise plongeait les mains dans la terre, déposait quelques graines, pour qu'il revienne l'été prochain. Et puis la sieste, étendue côte à côte, les doigts tachés de mûre, à raconter des histoires d'oiseaux, de pays très bleus. Le collier réchauffa doucement sa peau. La lumière sur la moquette s'étira comme un pont fragile vers cet après-midi perdu et retrouvé, la mémoire vibrant d'un souffle neuf, celle du bonheur d'avoir cru une fois à l'invisible. Véronique resta longuement immobile, le regard amarré à la lumière dorée qui traversait la vitre sale. Sous ses doigts, le collier d'enfant pesait un peu plus, comme s'il attendait quelque chose d'elle. Une douceur sourde la traversait, un mélange subtil de gratitude et de mélancolie, quelque chose qui ressemblait à un hommage involontaire. Elle revint vers le salon. Le silence proliférait dans les recoins. Les détails prenaient soudain une importance inédite. La cuillère à dessert oubliée sur une étagère, une paire de chaussettes roulées sur un fauteuil, un livre ouvert tombé sur la couverture. Chaque objet semblait vibrer d'un sens caché. Leur déplacement, nocturne et silencieux, n'était plus une énigme à résoudre, mais l'esquisse d'un dialogue invisible. Il lui vint à l'esprit que la maison tentait de lui parler, non pas avec des phrases, mais par le langage simple des clés qui changent de porte, des bouquets qui sèchent en silence, de la nappe dépliée sur la table de la véranda. L'oiseau bleu, invisible messager, guidait sa main sans jamais se laisser voir. C'était à elle de découvrir la posture à adopter, la question à poser. Près du grand buffet, elle aperçut une petite assiette peinte, décorée de motifs naïfs. Un oisillon bleu y voltait, ailes écartées, bec grand ouvert. Elle la souleva, sentant aussitôt le parfum ancien d'une cuisine emplie de compotes, de bourdonnements d'été, des rires de Louise mêlés aux siens. Une bribe de souvenirs refit surface, douce comme un fil effrangé. La voix chaude de sa tante expliquant: « Il ne faut jamais servir de la vaisselle triste à un oiseau bleu, ou il s'envole pour toujours. » Elle sourit d'un mouvement d'épaule, étonnée que ces mots refassent surface, alors qu'ils lui avaient échappé tant d'années. Elle marcha jusqu'à la bibliothèque. Sur la première étagère, un carnet de croquis déplacés lui révéla une page autrefois oubliée, couverte de dessins hésitants. Des silhouettes d'oiseaux entremêlées à des ombres végétales, quelques mots griffonnés en marge. Ne pas oublier demain le chant rêveur. La calligraphie enfantine la ramena à une journée de pluie où, pour tuer l'ennui, elles avaient inventé la composition d'un chant d'oiseaux imaginaire, chacun son couplet. Le refrain lui revint, presque intact, dégagé de la gangue du temps. Elle s'assit, la page sur les genoux, et chanta tout bas quelques notes au hasard, la voix dans un souffle. Il se produisit alors quelque chose d'ineffable. Une brise délicate traversa la pièce, souleva la page, fit frissonner le rideau. Personne, bien sûr, juste cette sensation aiguë d'être accompagné, d'être lui-même en dedans, par la maison, par l'ombre légère d'un oiseau bleu, occupé à tresser les souvenirs perdus à se retrouver. L'absence prenait soudain la forme d'une promesse. Cette mélodie intérieure, tissée à la fois de joie ancienne et du regret d'autrefois, vibrait en elle comme une nouvelle racine. Tous ces petits déplacements, ces signes ténus du quotidien, n'étaient pas des avertissements ni des énigmes à résoudre, mais des invitations à ralentir, à écouter, à accueillir ce qui ne demandait qu'à rejaillir sans éclat, à la faveur de la lumière ou d'un parfum.
en redéposant le carnet. Elle se sentit enveloppée par une nostalgie douce, presque moelleuse, qui n'était ni tristesse ni résignation. C'était l'acceptation secrète de redevenir la passagère de ses propres souvenirs, guidée d'une patte invisible d'oiseau bleu. Plus rien à forcer, juste la promesse d'autres retrouvailles, tapies dans la prochaine nuit, derrière les objets qui allaient à nouveau changer de place. Lorsque Paul arriva ce matin-là, son pas feutré sur les dalles de la terrasse sonnait familier. Véronique l'attendait, installée dans la lumière claire de la cuisine, carnet entrouvert sur les genoux. Elle lui raconta, d'une voix tranquille, le parcours étrange des objets chaque nuit, l'assiette à l'oisillon, la chanson retrouvée et surtout ce souvenir vif de l'oiseau bleu imaginé dans l'enfance. Paul n'eut pas le moindre sourire dubitatif ou geste gêné, seulement ce froncement de sourcils complice. Il laissa couler le silence, puis murmura : « Ce sont peut-être des fragments à recoller ou des portes à rouvrir. Tu pourrais les dessiner, les écrire, pour que tout cela ne file pas. » L'idée fit son chemin, douce et urgente à la fois. Véronique sentit la nécessité de tracer, non pour comprendre, mais pour garder. L'après-midi fut lent, suspendu. Ils sortirent au jardin, les bras chargés de bulbes et de piquets. C'est Paul qui proposa de transformer la plate-bande devant l'entrée en éclats colorés. La maison dort, mais rien n'empêche les fleurs de la réveiller un peu. À quatre mains, ils creusèrent la terre tendre, plantèrent des giroflées et des cosmos comme des étendards discrets. Les oiseaux étaient partout autour, réels ou non. Véronique croqua distraitement sur un bout de carnet quelques silhouettes, des huppes, des mésanges, un oiseau bleu au plumage surréel. Plus tard, dans la fraîcheur de la remise, Paul dégota du fil de fer, quelques perles dépareillées et des galets peints de jadis. Ils s'installèrent côte à côte à l'établi. Tandis que Véronique explorait la magie immédiate de ses croquis, Paul taillait, tordait, assemblait. Il voulait faire de petites sculptures mobiles pour que la maison ait ses propres oiseaux, suspendus au-dessus du vide, exactement là où les souvenirs hésitants flottent. Les mains pleines de couleurs, Véronique peignit les silhouettes minces de bleu intense, tacha leurs ailes de blanc et de vert. Les perles devinrent des yeux énormes, tout en malice. Paul, concentré, testait l'équilibre. Quand le premier mobile prit forme, les deux se mirent à rire soudain, surpris de cette joie enfantine. La pièce s'emplit d'une chaleur inattendue. Ils accrochèrent le premier mobile dans l'entrée. Les autres prirent place devant la fenêtre de la cuisine, suspendue à une vieille branche. Les oiseaux de fil et de papier balancèrent leurs ombres sur les murs, dessinant de curieux motifs mouvants, comme pour prolonger le langage mystérieux de la maison. « C'est elle qui nous montre où les poser », affirma Paul, l'œil malicieux. Véronique photographia le jardin éclos, les mobiles tremblants de lumière, son carnet plein de mots inutiles et pourtant essentiels. L'oisellerie se parait doucement de nouvelles couleurs, à peine osées, comme si elle acceptait ce tissage entre passé et présent. Les heures passaient, ni pressées, ni lentes, dans ce rythme singulier où chaque chose semblait se placer à sa juste place, mais jamais tout à fait révélée. Quand, en fin de journée, le vent fit siffler les mobiles d'oiseaux bleus, Véronique eut ce sentiment d'entrevoir un ordre caché. Cette harmonie ténue
n'effaçait ni la part d'ombre, ni le mystère essentiel de la maison. Elle n'éclairait rien de manière définitive, mais invitait sans relâche à recommencer, à inventer, à accueillir la surprise. Paul s'en alla avec un sourire, lui promettant d'apporter des graines de coquelicot. La lumière dorée s'attarda sur les murs striés d'ombres nouvelles. Le lendemain, tout sembla baigné dans ce calme après la fête, une sorte de lumière diffuse qui effaçait les contours trop nets. Avant même d'ouvrir les volets, Véronique sentit dans l'air ce frémissement et comprit que la maison s'était, en douceur, réveillée avec elle. Le parquet était tiède sous ses pieds nus. Dans la cuisine, les mobiles d'oiseaux dansaient déjà, leurs ombres glissant le long des carreaux, s'enroulant autour des poignées de porte, indifférentes à la logique. Elle s'assit, carnet entre les mains, un crayon prêt, comme si elle poursuivait le fil d'un rêve dont elle se souvenait parfaitement. En traçant les courbes d'un nouvel oiseau, un bleu plus profond qu'à l'accoutumée, elle écrivait en marge des petites notes. Souvenirs épars, bribes de mots d'enfant, chansons dont elle devinait seulement la musique. La maison prêtait sa mémoire à la sienne. Ensemble, elles improvisaient une langue nouvelle, à mi-chemin entre la réalité et l'écho. Paul revint en fin de matinée, un sachet de graines sous le bras et surtout cette manière d'être là qui n'est ni la prudence ni la familiarité, mais une constance silencieuse. Ils repiquèrent les coquelicots sur la bordure du chemin, riant chaque fois qu'un ver de terre ou une pierre creuse détournait le plan. Paul plongeait parfois son regard dans celui de Véronique, sans insistance, comme pour vérifier qu'elle allait bien, que ce lieu l'accueillait vraiment. En début d'après-midi, quand le soleil tordait les couleurs entre les branches, ils firent le tour de la maison pour suspendre le dernier mobile. Celui-ci avait, selon Véronique, la forme la moins réaliste, un grand aplat turquoise, traversé de pointes jaunes et lilas, comme une exagération volontaire. « C'est peut-être l'oiseau bleu que personne n'a jamais vu, » dit-elle, suspendant la ficelle au vieux clou de la fenêtre du grenier. Ils restèrent un instant à regarder le mobile tourner lentement, effleuré par la brise. Le silence s'installa, mais ce n'était pas l'absence. On sentait que quelque chose, dans le travail accompli, dans le jardin éclatant, dans la maison bariolée de dessins, ouvrait l'espace, une porte dérobée dans la routine des jours futurs. En redescendant, Véronique passa la main au-dessus du collier d'enfant resté sur la commode, effleurant machinalement ses perles. Chaque objet, désormais, semblait porteur d'un éclat à préserver, rien d'inquiétant, seulement l'intuition que la beauté s'abrite dans l'accumulation tranquille des gestes et des souvenirs insoupçonnés. Le soir venu, alors que Paul s'en allait à travers la lumière mauve, Véronique resta longtemps assise sous la lampe. Les oiseaux de papier tanguaient encore, dessinant sur les murs de la cuisine une fresque animée, en silence. Elle pensa, les mystères de l'oisellerie se dérobent à qui les enferme, mais consentent à qui les accompagne. Dans ce lieu entre deux mondes, elle ne cherchait plus à comprendre, seulement à être là, attentive aux moindres mouvements. On ne sait jamais quand une maison se met à respirer avec nous. Mais ce soir-là, il n'y eut plus rien à chercher, seulement la paix et l'inclinaison légère d'une aile imaginaire, saluant le passage du jour à la nuit. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo.
je vous invite une fois de plus à rejoindre ma chaîne principale, où la narration, la prononciation et les histoires sont plus travaillées. Vous y trouverez des compilations, des livres audio et des récits plus originaux. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.